Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études africaines. Collection dirigée par Denis Prienne et François Manga-Akoa. Dernière parution. Arlette Tony, épargnant d'Afrique, inquiétez-vous 2011. Patrice Itoie, Le Patrick, le cinquantenaire économique du Congo-Brazzaville. Fonctionnariat et entrepreneuriat, 2011. Pape Moussa Samba, Léopold Sédar Senghor, philosophe de la culture, 2011. François Lonceni Fall, Mon pari pour le Guinée. Le changement est possible, 2011. Emmanuel Yenshuvbo, Inventer un nouvel espace public en Afrique. Le défi de la diversité ethnique, 2011. Yaya Koné, Anthropologie de l'athlétisme en Afrique de l'Ouest, la condition de l'athlète, 2011. Anna Monsieur Diagne, Sacha Kesseler, Christian Meyer, édition, Communication Wolof et Société sénégalaise. Héritage et création, 2011. Fabrice Agyunendone, Changement social chez les Maquina du Gabon, 2011. BH Moussavou, Prison africaine. Le cas du Gabon, 2011. Motazed Hakam, La sociologie de Jean-Marc Ella, 2011. Léon Modeste Nnang Ndong, L'effort de guerre de l'Afrique. Le Gabon dans la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1947, 2011. Anne Cousin, Retour tragique des troupes coloniales, Morlaix-Dakar, 1944-2011. Opiel BIATSA, Fondement de l'identité et de l'unité tech, 2011. Patrice Moundonga Mouity, Transition politique et enjeux post-électoraux au Gabon, 2011. Bawa Mahaman, La nouvelle génération d'Africains. Quand les idéalistes d'hier plient face au système, 2011. Ghislaine Sathoud, Rendez aux Africaines leur dignité, 2011. Théodore Nikwege Aybor, Sources orales et histoire africaine, 2011. Jean-Christophe Bungu Bazika, Entrepreneuriat et innovation au Congo-Brazzaville, 2011. Papa Momar Diop, Guide des archives du Sénégal colonial, 2011. Pius Ngandun Kachama, Guerre africaine et écriture historique, 2011. Avertissement. Le présent ouvrage constitue la version réduite et remaniée de 2 thèses de doctorat en sciences de l'éducation préparées sous la direction de Madame Françoise Ropé, professeure de sciences de l'éducation à l'Université de Picardie Jules Verne, Amiens. Il s'agit des travaux respectifs d'Hermine Matari et de Romaric Franck Quentin de Mongaria 1. Bien que traitant du système éducatif gabonais, l'ouvrage met l'accent sur 2 pans, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire général. Ces pans ont été présentés sommairement en guise d'introduction générale, rédigée collectivement. Aussi 3 thèmes majeurs sont mis en évidence, état des lieux, curricula, acteurs. Pour ce faire, en s'inspirant du modèle d'articles scientifiques, les 2 auteurs présentent respectivement 3 chapitres, précédés d'une introduction et accompagnés d'une conclusion. C'est pourquoi, les références bibliographiques sont insérées en fin de chapitre et non de façon classique à la fin de l'ouvrage. Remerciements. Au lieu de 2, le présent ouvrage aurait dû porter la signature de 3 auteurs. Mais, au moment de son écriture, notre amie, sœur et collègue pour des raisons diverses, Alix Nina Mbumba n'a pas pu remettre ses contributions dans les délais impartis. Nous tenons à lui témoigner toute notre estime. Cet ouvrage est la matérialisation d'un projet collectif soutenu par la professeure Françoise Ropé, notre directrice de thèse, pendant la finalisation de notre recherche doctorale à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. C'est donc naturellement qu'elle a accepté de rédiger sa préface. Aussi, profitons-nous de cette opportunité pour lui renouveler notre profonde gratitude pour la lecture du manuscrit, ses conseils et remarques avisés en vue de l'amélioration de son contenu. Notre profonde gratitude va aussi à l'endroit de Mesmin Noël Soumao, notre directeur de recherche en maîtrise, pour ses encouragements dans l'aboutissement de ce projet. Nous adressons notre reconnaissance également à la chaire UNESCO en sciences sociales de l'Université Omar Bongo de Libreville, qui nous a apporté son soutien financier pour l'édition de l'ouvrage. Nous remercions les syndicalistes, Fridolin Mve Messa,
Aimé Mapangou, Magloire Memiaga, Pamphile Tungendong et Serge Boussougou. Enfin, un clin d'œil particulier à nos amis et collègues Aimé Moujgou, Lévi Martial Midepani, Bertin Yangangari, Fortuné Matsiegui Mboula et Landry Ndounou pour leurs encouragements. PREFACE. Cet ouvrage d'Hermine Matari et Romaric Franck Quentin de Mongaria ouvre un champ de recherche peu investigué au Gabon, en particulier sous l'angle sociologique, celui de l'éducation au primaire et au secondaire à travers l'analyse du métier d'instituteur d'une part et du métier de professeur et de lycéen, d'autre part. Les deux auteurs se sont appuyés sur des entretiens analysés essentiellement dans une perspective de sociologie compréhensive afin de mettre en scène les acteurs eux-mêmes, instituteurs, professeurs et élèves du secondaire. Tout en adoptant des perspectives d'analyse assez différentes, les deux auteurs analysent avec pertinence ce que le rapport au métier révèle concernant le système éducatif et la société gabonaise dans son ensemble. Hermine Matari fait porter l'accent sur les déterminismes historiques et sociaux du métier d'instituteur qui marquent leur rapport au métier, quand Romaric Franck Quentin de Mongaria focalise l'attention sur le rapport au métier en situation, essentiellement lié aux disciplines scolaires telles que définies dans les concours de recrutement auxquels ils sont attachés. Dans la première partie de l'ouvrage, Hermine Matari souligne bien que les enseignants du primaire aux formations extrêmement hétérogènes suivant les aléas politiques et économiques du Gabon depuis son indépendance, ne forment pas un corps unifié. Les conditions de travail très difficiles, les rémunérations vécues comme très insuffisantes font que les instituteurs mettent l'accent sur ce qui leur paraît une sorte de déclassement de leur métier, que paradoxalement ils ne manquent pas d'apprécier dans ses aspects culturels et ses finalités sociales. Ce faisant, l'originalité d'Hermine Matari porte sur le fait qu'elle ne manque jamais de mettre en perspective le métier, avec l'état de la société dans lequel il s'inscrit. Dans la seconde partie, Romaric Franck Quentin de Mongaria s'intéresse aux enseignants et aux élèves du secondaire. Il montre que les enseignants du secondaire, face à l'insuffisance des formations scientifiques et aux problèmes posés par les contenus d'enseignement en histoire et géographie par exemple, sont préoccupés par les finalités de leur enseignement, en particulier les objectifs de développement technique et scientifique de leur pays et la construction de l'identité nationale sans jamais remettre en cause la langue d'enseignement, le français. L'attachement de ces enseignants du secondaire à leur discipline malgré les insatisfactions liées au contenu même et surtout aux conditions déplorables d'enseignement, s'oppose assez aux conceptions utilitaristes des lycéens eux-mêmes, telles qu'elles apparaissent dans les entretiens. On saisit là une sorte de malentendu pédagogique qui mène à des dérives comme le surinvestissement dans les cours particuliers et dans les matières à fort coefficient que l'on trouve par ailleurs dans d'autres pays, mais qui semble prendre à Libreville un caractère important susceptible d'accentuer les inégalités d'accès au baccalauréat. Les extraits d'entretien dont il est rendu compte sont particulièrement pertinents pour nous permettre de comprendre l'état du système éducatif secondaire gabonais. Les enseignants du primaire et du secondaire, mécontents de la place qui leur est allouée dans la société gabonaise, vivent subjectivement leur métier comme peu valorisé tant du point de vue matériel que du point de vue symbolique alors qu'eux-mêmes le considèrent comme majeur et noble dans ses objectifs. Les travaux ici présentés témoignent des qualités de chercheurs des deux auteurs. Hermine Matari a conjugué avec pertinence une sociologie des déterminismes, s'appuyant sur Bourdieu tout en intégrant une dynamique historique et sociale qui donne de l'épaisseur à l'analyse, à l'instar des travaux menés sur les enseignants par Veysambert Jamati. Romaric Franck Quentin de Mongaria, qui a mené de très nombreux entretiens avec des professeurs du secondaire et des lycéens, a su mettre en valeur une sociologie de l'expérience qui se focalise davantage sur la subjectivité des acteurs en situation, s'appuyant en cela sur les travaux de Dubé en France. Confronter l'expérience et les conceptions des enseignants à celles des élèves apporte incontestablement des connaissances sur l'enseignement secondaire particulièrement intéressantes. C'est donc à la fois, en opérationnalisant des méthodologies diverses mais bien maîtrisées, avec un travail de terrain solide que les deux auteurs nous font entrer dans la sociologie de l'éducation à travers les instituteurs, les professeurs et les lycéens, et par là même dans le système éducatif gabonais. Françoise Ropé, professeure émérite de sciences de l'éducation. Introduction GENERALE.
L'éducation est considérée comme le principal facteur de développement d'un pays. Son importance est telle qu'au cours des 20 premières années d'indépendance, les efforts considérables déployés par le Gabon pour la mise en valeur de ses ressources humaines ont essentiellement été axés sur ce secteur. Le système éducatif actuel, appelé système formel, est régi par deux lois. La loi numéro 2559 du 22 juin 1959 qui rend obligatoire la fréquentation scolaire dans la République gabonaise, et la loi numéro 1666 du 9 août 1966 portant organisation de l'enseignement au Gabon. La convocation des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi en 2010, a été matérialisée par l'élaboration d'un avant-projet de loi d'orientation qui abroge la loi 1666 jusque-là en vigueur. De ce point de vue, le Gabon est l'un des rares pays du continent à proposer un enseignement de masse, gratuit et caractérisé par une scolarisation équivalente des filles et des garçons. Comprenant 4 paliers de formation, l'enseignement préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur, le système éducatif gabonais est organisé selon le modèle en vigueur dans la plupart des États africains colonisés par la France. La base de la pyramide est occupée par l'enseignement préscolaire, suivi du primaire qui, après le certificat d'études primaires élémentaires CEPE, et le concours d'entrée en 6e débouche sur l'enseignement secondaire. L'élève doit obligatoirement réussir au concours pour accéder à l'enseignement secondaire. Dans le cas contraire, il reprend ses études au CM2, 5e année depuis la réforme de 2002 relative à l'approche par les compétences. L'ouvrage étant axé sur l'enseignement primaire et le secondaire général, notre présentation se basera sur ces 2 niveaux d'enseignement. L'enseignement primaire se compose de 2 ordres d'enseignement public et privé, confessionnel et laïque, organisés de manière suivante. Le primaire public, à l'intérieur duquel il y a une hiérarchisation qui s'est établie au cours du temps entre les écoles publiques populaires, les moyennement prisées et les écoles publiques prestigieuses ou dites d'excellence. Le privé confessionnel, reconnu d'utilité publique, prend en compte l'enseignement catholique, l'enseignement protestant et l'enseignement alliance chrétienne. Le primaire privé laïque dans lequel on retrouve des écoles privées dites prestigieuses et celles moins prestigieuses. D'importants progrès sont observés dans l'universalisation de la scolarisation, puisque le taux brut de scolarisation s'élève à 130,5% en 2008. Il est plus élevé chez les garçons, 132,9%, que chez les filles, 128,2%, ce qui traduit une parité relative entre genres. Cette tendance se confirme à travers les taux nets de scolarisation, estimés à 96% pour l'ensemble. Ainsi, les garçons sont plus scolarisés, 96,2%, que les filles, 95,7%, avec un rapport genre de 99 filles pour 100 garçons 2. L'on observe également de forts taux de redoublement quels que soient les sexes. Car, 38 élèves sur 100 reprennent leur année d'études dans le primaire, faisant apparaître un taux de redoublement plus élevé chez les garçons, 38,5% que chez les filles, 37,6%. Par ailleurs, 3 élèves sur 100 abandonnent l'école, conduisant à un phénomène d'escolarisation observé dans toutes les provinces et entre les sexes, davantage plus prononcé chez les filles, 3,1% que chez les garçons, 2,9%. 3. Ce niveau d'enseignement enregistre des taux de réussite au CEPE, 57,40%, et au concours d'entrée en 6e, 53%, légèrement au-dessus de la moyenne 4, des chiffres qui attestent d'un système scolaire peu performant. En outre, on note une dégradation très avancée des structures d'accueil dans le primaire. 7266 salles de classe identifiées dans les 1278 établissements primaires, 2035 salles sont dans un état de délabrement, 38%. De ce fait, le taux d'occupation des salles de classe nous présente un ratio élèves-classe de 50 élèves en moyenne, avec une variation de 85 à 100 élèves-classe dans les grands centres urbains. En revanche, le ratio élèves-enseignants s'élève à 59 élèves en moyenne pour un enseignant 5. En matière d'enseignants, les statistiques attestent d'un déficit en enseignants du primaire, malgré les efforts consentis par le gouvernement en vue d'améliorer la formation et augmenter les capacités d'accueil des ENI6. D'où de fortes disparités dans les affectations du personnel enseignant. À cela, il faut ajouter la forte concentration des femmes dans les grands centres urbains,
et le refus des enseignants d'exercer en milieu rural. L'enseignement secondaire général gabonais comprend 2 cycles. D'une part, le premier cycle, 6e, 5e, 4e et 3e, parachevé par le brevet d'études du premier cycle, BEPC, et l'admission en classe de seconde, et d'autre part, le second, seconde, première et terminale, qui est couronné par le baccalauréat. Ce second cycle comporte plusieurs filières, S et le classe de seconde, A1, A2, B et S classe de première, et A1, A2, B, C et D classe de terminale. Cet enseignement secondaire général est pris en charge majoritairement par le secteur public, l'État. Mais, à côté des établissements publics qui scolarisent plus de la moitié des élèves, on trouve des établissements privés catholiques et protestants, des écoles organisées par l'Alliance chrétienne et pour le privé laïque, 7. Si les principaux établissements sont concentrés à Libreville, capitale administrative et politique du pays, il en existe aussi dans les autres localités, c'est-à-dire dans les 8 autres provinces. En matière de personnel enseignant, il faut signaler la double composition de nationaux et d'étrangers, expatriés. Ainsi, en 1999, ce personnel était évalué à un total de 2181 enseignants toutes disciplines confondues, dont un pourcentage de 50,43%, 1100 seulement de Gabonais 8, et 49,57%, 1081 d'étrangers. Et selon l'UNESCO, ce nombre important de professeurs étrangers, plus de 80% en mathématiques par exemple, semble constituer une préoccupation pour les autorités nationales soucieuses d'assurer une certaine indépendance au fonctionnement de l'éducation. 9. Ces enseignants transmettent aux élèves les disciplines scolaires suivantes: français, mathématiques, histoire-géographie et éducation civique, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, les langues vivantes, anglais, espagnol, allemand, italien, arabe, langue morte, latin, sciences économiques et sociales, philosophie, dessin, éducation physique et sportive, enseignement ménager, musique, etc. En termes de scolarisation, le ministère de la Planification et de la Programmation du Développement évalue le taux brut à 80,95% et le taux net à 52,66%. 2005. Et il est estimé que la moitié des élèves est de sexe féminin, excluant à ce niveau aussi une différenciation due au genre. Contrairement au primaire, les taux d'accès au secondaire varient fortement entre milieu rural, 28%, et le milieu urbain, 56%. Mais au niveau régional, le Sud a le taux de scolarisation le plus bas et Libreville, le taux le plus élevé, 59%. 10. Au niveau du ratio élève-enseignant, il est à noter l'insuffisance des salles classe 11, ce qui conduit au récurrent problème de classe pléthorique. Ce qui a des conséquences indirectes sur l'efficacité interne. En effet, tout comme le primaire, l'enseignement secondaire est confronté à d'importants redoublements et abandons qui sont manifestes dans les 2 cycles 12. Par exemple, pour les années 1994-95e et 1996-97e, les dernières données indiquent que les pourcentages se situent toujours entre 20 et 25% pour le premier cycle, entre 25 et 30% pour les classes de seconde et première et au-delà de 30% pour les terminales. À peu près, un élève sur 5, 20,2%, a redoublé au moins une fois, une classe avec des taux de redoublement similaires pour les garçons, 19,6%, et les filles, 20,8%. Par ailleurs, 30% des élèves du secondaire sont en retard de scolarisation, avec là aussi une parité garçon-fille, chaque groupe constituant environ la moitié des retardés 13. Pour ce qui concerne les résultats aux examens, s'agissant du BEPC, le taux de réussite est caractérisé par l'UNESCO comme anormalement bas, tout simplement parce que la classe de 3e compte plus de 25% de redoublants 14. Au sujet du baccalauréat, globalement, ces résultats sont faibles, car moins de la moitié des candidats obtiennent le diplôme. D'ailleurs, les résultats du baccalauréat 2010 n'ont pas dépassé le taux de 35% de réussite, ce qui contraste avec les taux de la fin des années 1990. Par exemple, en 1999, il se situait aux alentours de 47,5%. L'ouvrage se décline en 2 parties respectivement subdivisées en 3 chapitres. Dans la première partie qui traite de l'enseignement primaire, le chapitre 1 fait l'état des lieux de la formation et de la syndicalisation des instituteurs. Le second chapitre présente le positionnement social de ces derniers dans la société gabonaise,
avant une mise en relief de leur conception du métier dans le chapitre 3. La deuxième partie est consacrée à l'enseignement secondaire général. Dans le premier chapitre, l'idée est de saisir le rapport au métier des enseignants à partir des discours formulés par ces derniers. Le chapitre 2 aborde leur conception des disciplines scolaires participant à la formation de la jeunesse gabonaise. Le chapitre 3 examine les stratégies du travail scolaire des élèves du second cycle. PREMIERE partie, de l'état des lieux de la formation et du syndicalisme à la conception du métier d'instituteur. Introduction de la PREMIERE partie. Étudier le métier d'instituteur n'a pas été une tâche facile, car les enseignants n'ont jamais fait l'objet d'une étude scientifique. Il s'agit ici de tenter de construire le profil sociologique de l'instituteur dans la société gabonaise. L'objectif d'une telle recherche est de donner la parole à des acteurs éducatifs, à savoir, les instituteurs afin qu'ils traduisent leur vécu du métier, partant du principe que c'est à partir des analyses sociologiques de ce qu'ils disent de leur profession que nous pouvions ressortir un certain nombre de faits et saisir le fonctionnement de l'institution dans laquelle s'exerce leur activité professionnelle. L'idée étant de placer sur le devant de la scène ceux dont on ignore les idées et l'action et leur donner la parole. 15. La présente recherche s'inscrit non pas dans une analyse de ce qui se passe dans la boîte noire, intérêt qu'accordent les théoriciens de la sociologie du curriculum, ou encore au rapport au métier à travers la relation pédagogique, mais il s'agit plutôt de mettre en perspective les instituteurs en rapport à leur environnement socio-professionnel et à leur position dans la structure sociale gabonaise. Telle que présentée, la recherche nous inscrit dans la sociologie des enseignants, un champ de recherche situé à l'interface de la sociologie de l'éducation et de la sociologie des professions. Elle interpelle la sociologie de l'éducation d'abord par l'enseignement qui est un acte éducatif, mais aussi, à travers l'intérêt accordé aux questions relatives aux professions enseignantes. La sociologie des professions intervient, car elle appréhende le métier d'enseignant comme une organisation professionnelle régie par des lois et normes, un statut particulier et code déontologique qui contribuent à forger ainsi l'identité de la profession en tant que corps professionnel. Ce qui nous permet d'ouvrir un champ de recherche méconnu dans les études sociologiques gabonaises. Par ailleurs, Émile Durkheim et Pierre Bourdieu sont les deux principaux auteurs qui ont inspiré nos analyses. L'un à travers un regard fonctionnaliste de la profession enseignante, et l'autre sous l'angle de la reproduction et des structures sociales ayant influencé les motivations au choix de ce métier. Cette recherche n'aurait pas pu se faire sans au préalable rappeler historiquement les contextes d'émergence des institutions de formation des maîtres et du syndicalisme enseignant dans un premier chapitre, avant d'aborder le positionnement de ce corps professionnel à l'échelle sociale en second plan, et terminer par la vision que ces derniers ont de leur profession. Chapitre 1 – La formation des maîtres au Gabon, d'hier à aujourd'hui. Ce chapitre analyse d'une part les transformations des institutions de formation des maîtres au Gabon de la période coloniale à nos jours. L'idée est de faire ressortir l'impact de ces transformations dans la formation en elle-même, et l'objectif assigné à ces formations à travers le temps. D'autre part, le syndicalisme enseignant est saisi comme un élément qui forge l'identité de la profession, et permet ainsi de comprendre l'évolution du métier d'instituteur au Gabon. 4 questions sont au centre de cette réflexion. Comment étaient organisées les anciennes institutions de formation des moniteurs à l'époque coloniale et aux indépendances? Quelles étaient les conditions d'accès à ces formations? Quelle est la nouvelle organisation de l'école normale des instituteurs? Peut-on aujourd'hui parler d'un corps professionnel unifié, à travers la formation et le syndicalisme? Nous empruntons la démarche d'historicité de J.M. Chapouli qui, dans une même perspective en France, avait étudié le corps professoral de l'enseignement secondaire à travers ses relations à l'État et à la structure de classe. En d'autres termes, il s'agit de mettre en évidence les propriétés structurelles de l'institution scolaire qui ont défini l'organisation du recrutement des instituteurs et de déterminer le cadre dans lequel la vie professionnelle de ces derniers s'est déroulée. 16. L'évolution de la formation des maîtres au Gabon reste fortement marquée par l'évolution générale de la structure sociale dans sa globalité.
C'est pourquoi 3 contextes sociopolitiques et économiques bien distincts vont nous permettre de comprendre et d'analyser les transformations des institutions de formation. La période coloniale, l'indépendance et la démocratie. 1. La formation des moniteurs en période coloniale 17. Pendant la période coloniale, la formation des maîtres se faisait de manière groupée dans les sous-régions de l'Afrique occidentale française, AOF, pour les colonies françaises faisant partie de l'Afrique de l'Ouest, et de l'Afrique équatoriale française, AEF 18 pour celle de l'Afrique centrale. Dans les territoires de l'AEF, la formation des moniteurs était d'abord assurée par les missions religieuses, et plus tard par l'administration coloniale. 1.1. L'œuvre des missions religieuses. Les missions religieuses protestantes et catholiques, étant les premières à introduire l'école dans les colonies françaises, assurent l'enseignement scolaire et dirigent par la même occasion la formation des moniteurs dans ces dernières. La circulaire du 8 mai 1925 crée chez les confessionnels protestants et catholiques une école pour former les moniteurs confessionnels, appelée cadre régulier des moniteurs. Dans la colonie du Gabon, il existait un cadre pour les protestants et un autre pour les catholiques. Chez les protestants, ce sont les pasteurs et leurs épouses ou d'autres personnes chargées du culte qui assuraient la formation. Chez les catholiques, ce sont les sœurs de l'Immaculée Conception et des frères de Saint-Gabriel qui dirigeaient l'institution. L'enseignement confessionnel ayant cette renommée positive de la bonne gouvernance, organisation, fonctionnement et gestion, tous les élèves moniteurs entretenus aux frais de la mission étaient moralement engagés à servir à la mission en qualité de moniteurs pendant 5 ans au moins après leurs études. Après 1 an de formation, l'élève qui se révélait incapable de suivre avec profit l'enseignement donné pouvait être exclu de l'école. Le cycle des études était de 2 ans avec une première année consacrée à l'approfondissement des programmes des écoles primaires élémentaires et un enseignement d'orientation vers la future profession des élèves. La 2e année axée sur la pédagogie théorique et pratique devenait ainsi la branche principale à laquelle la moitié des heures de classe étaient consacrées, sachant que les autres branches d'enseignement n'étaient pas délaissées puisque des enseignements nouveaux tels que l'arithmétique, les sciences, la géographie et l'histoire générale étaient dispensés. Cet enseignement théorique profitable aux élèves moniteurs était complété par un enseignement manuel axé sur des travaux d'arboriculture, menuiserie, confection de matériel scolaire, entretien du mobilier de l'école, reliure des cahiers de cours, etc. Nous observons ici une valorisation du travail manuel, qui montre que les enseignements des moniteurs ne se limitaient pas à l'aspect théorique, mais concernaient aussi des activités pratiques proches des préoccupations villageoises. C'était une forme de socialisation selon les valeurs des sociétés traditionnelles, qui distinguait le rôle des garçons de celui des filles. Les garçons étaient préparés pour les activités de menuiserie, de bricolage, alors que les filles recevaient une formation dans les activités ménagères. En d'autres termes, il ressort l'idée d'une continuité de l'éducation reçue dans le milieu familial d'origine. Pour la mission catholique, les écoles, considérées comme des œuvres d'évangélisation, recrutaient les enfants pour qu'ils deviennent des moniteurs chrétiens. De ce fait, les élèves recevaient en plus des enseignements normaux, un enseignement religieux basé sur l'étude biblique, la fréquentation de la messe et des sacrements était encouragée. C'est ainsi que beaucoup parmi eux faisaient profession de christianisme au cours de leur vie scolaire. Les uns devenaient catéchumènes, les autres chrétiens baptisés. Les études des élèves moniteurs étaient sanctionnées par un examen officiel pour l'obtention du certificat des moniteurs et monitrices de l'enseignement privé, CMEP. Mais jusque-là, il manquait chez les confessionnels un maillon entre le missionnaire et le moniteur. C'est l'instituteur indigène, formé durant 4 ou 5 ans après le certificat d'études primaires. C'est lui qui devait remplacer le missionnaire dans sa tâche de directeur d'école. C'est ainsi qu'en 1938, le cours complémentaire d'Andende est créé à Lambaréné, province du Moyen-Ogooué, centre du Gabon, par le missionnaire Laplace qui le dirigea sans interruption de 1938 à 1945. Par la suite, le cours complémentaire fut transféré à Oyem dans le Wollentem, province nord du Gabon. Les cours allaient jusqu'en 4e année, avec un examen professionnel proposant une ascension verticale aux moniteurs désirant accéder au grade d'instituteur. En 1947,
On assiste au développement du cours complémentaire faisant que le cycle des études soit porté à 2 ou 3 ans. Mais un seul missionnaire devenu insuffisant pour la conduite de l'établissement, Monsieur et Madame Lavignotte chrétiens aussi furent intégrés pour grossir l'effectif du personnel enseignant. Les conditions d'admission exigeaient que le candidat possède le certificat d'études et adresse au directeur de l'école une demande d'admission avec avis favorable du missionnaire qui le présentait 19. 1.2. L'enseignement officiel et la formation des moniteurs. Dans un souci de transformation de ces colonies, l'administration coloniale française ouvre des établissements publics à partir de 1907 d'abord dans la colonie du Gabon, avant la création du gouvernement général de l'AEF par décret du 15 janvier 1910, qui va par la suite organiser l'enseignement officiel public à l'ensemble de l'AEF en 1911. Pour appliquer les mesures énoncées dans la circulaire du 8 mai 1925, le gouvernement général de l'AEF signe un arrêté le 30 novembre 1926, modifié par celui du 2 août 1929, créant un cadre local de moniteurs indigènes, dans chacune des colonies de l'Afrique équatoriale française. Ce cadre local de moniteurs indigènes n'étant pas encore constitué en AEF, il fut destiné à seconder le personnel européen de l'enseignement officiel, public 20. La formation y était assurée par un nombre infime d'instituteurs, fonctionnaires de l'administration coloniale tous européens. Le recrutement des moniteurs à cette époque nécessitait le CEPE, certificat d'études primaires élémentaires, délivré par le gouvernement de la colonie. Tous les candidats admis à être moniteurs accomplissaient une année de stage au terme de laquelle ils étaient titularisés ou astreints à une nouvelle période de stage de 6 mois. Mais antérieurement à cet arrêté, les moniteurs étaient recrutés parmi les bons élèves des écoles régionales et urbaines, sur simple désignation de leur instituteur ou des élèves de cour moyenne ayant la vocation à l'enseignement. Les candidats devaient satisfaire aux épreuves d'un examen pour être admis moniteurs indigènes. Il s'agit des épreuves de français qui comprenaient une dictée, 2 problèmes sur les 4 règles d'arithmétique, une épreuve de lecture expliquée et de conversation et une épreuve pratique d'aptitude professionnelle 21. La formation qui durait 2 à 3 années était sanctionnée par des cours de pédagogie, de morale professionnelle et de psychologie. On voit que ce cadre local de moniteurs n'avait pas qu'une fonction d'alphabétisation, mais aussi une mission d'éducation. L'objectif était de former un personnel subalterne pour seconder le personnel européen. Ce sont d'ailleurs ces moniteurs et d'autres catégories professionnelles qui formeront les premiers évolués coloniaux. Pour ce qui est de la pratique, chaque élève moniteur était confié à un vieil instituteur blanc pour l'apprentissage pratique du métier. À l'issue de la formation, une décision attribuant le statut de moniteur auxiliaire par le gouvernement colonial permettait l'intégration des nouveaux maîtres 22. 1.3. L'École supérieure de Brazzaville et la formation des cadres de l'AEF. Pour M. Ngonika, 1999, l'école primaire supérieure de Brazzaville qui portait le nom de son fondateur Édouard Renard est ouverte par arrêté du 23 février 1935 par le gouvernement général de l'AEF, dans le but de poursuivre l'enseignement général. Elle complétait l'instruction des meilleurs élèves sortant des écoles régionales et urbaines de toute l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire, former les cadres de cette sous-région. L'accès se faisait après obtention d'un examen d'entrée 23. Les 3 années de formation selon M. Ndioulou, 1982 à 1983, ouvraient à 3 spécialités différentes préparant aux carrières de l'enseignement, aux carrières administratives et commerciales, et à l'enseignement professionnel, année sanctionnée par un diplôme de fin d'études. La section enseignement était destinée à former des moniteurs. En plus des cours de l'enseignement primaire supérieur, les recrues bénéficiaient d'un enseignement spécialisé en pédagogie. La formation était sanctionnée par la délivrance d'un diplôme de fin de cours, permettant aux titulaires d'obtenir un emploi de moniteur dans les écoles urbaines ou d'instituteur dans les écoles de circonscription. La section administrative et commerciale formait des comptables dactylographes, des postiers et des infirmiers. Les élèves recevaient en plus de l'enseignement primaire supérieur, des notions de comptabilité administrative et commerciale et un enseignement pratique spécialement dispensé pendant la dernière année de formation,
ouvrant à un diplôme qui permettait d'avoir un emploi dans l'administration et le commerce. Enfin, la section enseignement professionnel, répartie en 3 sous-sections, charpente et menuiserie, forge et maçonnerie. Les enseignements dispensés en matinée étaient donnés soit dans les locaux de l'école professionnelle, soit dans les ateliers de travaux publics. Notons qu'en période coloniale, il existait 2 catégories d'enseignants, les enseignants européens et les enseignants indigènes. Les enseignants européens étaient nommés instituteurs stagiaires par le gouvernement général à partir d'un brevet d'enseignement primaire métropolitain, ou d'un diplôme d'études secondaires ou du baccalauréat, selon les époques. Après 6 mois de stage, ils passaient des épreuves du certificat de fin d'études normales, CFEN, puis étaient titularisés en cas de succès. Par ailleurs, les instituteurs des cadres métropolitains ou algériens pouvaient être détachés pour 5 ans maximum en AEF, renouvelable. Dans ce cas, ils prenaient rang dans le cadre local de l'enseignement à la classe correspondant à celle qu'ils occupaient dans leur cadre d'origine et bénéficiaient des promotions dues à leur ancienneté. Ils percevaient aussi les mêmes soldes et indemnités que leurs collègues appartenant au cadre local des colonies. Nous ne reviendrons pas sur le cas des enseignants indigènes, puisque comme déjà évoqué, ils étaient formés dans des cadres de moniteurs dans le but de remplacer les enseignants métropolitains. L'école Édouard Renard en AEF comme l'école William Ponty en AOF sont les 2 grandes écoles qui formaient les cadres de ces 2 sous-régions pendant la période coloniale 24. Ainsi, la formation des maîtres comme l'école coloniale avait un enjeu utilitaire. Le but n'était pas de conscientiser les indigènes, mais plutôt de former des auxiliaires dociles, capables d'accepter l'éducation sans remise en cause des valeurs et idéologies inculquées par les colonisateurs. Les ans en France étaient considérés comme des sortes de séminaires laïques avec des normes et des règles très sévères. Lethierry 1994. 2. La période postcoloniale et la formation des maîtres. Dès l'accession des pays africains à l'indépendance, l'une des priorités des États fut le développement d'une scolarisation de masse nécessitant la reconstruction de ces États. Ce développement intégrait de nouvelles valeurs nationalistes, à savoir l'unité des pays, la construction nationale et l'éducation aux valeurs de la citoyenneté. Il importait donc de parvenir rapidement à une scolarisation de masse. Cette massification nécessitait à son tour le développement de la formation de maîtres, devant non seulement remplacer les colons, mais aussi être les porteurs de l'inculcation de ces nouvelles valeurs de citoyenneté et de construction nationale. Ce qui conduisait à une réorganisation complète des structures de formation, nous inscrivons ainsi dans le rapport École-Société. L'enjeu de cette période postcoloniale était la restructuration des systèmes éducatifs légués par la colonisation, qui devaient s'adapter aux besoins des États indépendants. Au lendemain de l'indépendance du Gabon le 17 août 1960, le pays a assisté à un phénomène marqué par le départ de plusieurs maîtres de l'enseignement officiel formés en période coloniale, vers l'administration et les postes politiques. La ruée de ces maîtres vers ces postes est un courant né comme l'atteste J. Ntesa Massogo, 1989, de la loi-cadre de Gaston Defferre qui avait instauré en 1956 les principes de l'africanisation des cadres. Cette loi Defferre offrait des possibilités de promotion sociale aux instituteurs qui se substituaient à leurs homologues métropolitains, dans la direction des écoles primaires, secondaires et supérieures. De ce fait, voyant l'évolution des autres cadres, inspecteurs de police devenus administrateurs, commissaires, etc., les instituteurs ne restent pas à l'écart de ce mouvement. Certains d'entre eux seront admis à l'Institut des hautes études d'outre-mer à Paris, d'où ils sortiront administrateurs civils dans les années 60 à 70. D'autres se lanceront dans la vie politique. C'est ainsi qu'on compte parmi les hommes politiques gabonais des anciens instituteurs qui constituent la première élite politique du pays 25. En revanche, des maîtres de l'enseignement catholique désertèrent leur poste pour l'enseignement officiel dans le but de s'affranchir des contraintes de l'Église catholique. Car les maîtres polygames par exemple, amenés à choisir entre garder une seule femme ou abandonner l'enseignement catholique, optaient le plus souvent pour la deuxième solution 26. Pour pallier le manque provoqué par ces nombreux départs, sous-entendu le départ des formateurs occidentaux et les maîtres autochtones ayant abandonné leur poste pour l'administration et les postes politiques,
intervint successivement la création de différents établissements chargés d'assurer tant la formation initiale des maîtres que la formation continue. Il s'agit précisément des sections d'élèves moniteurs, de l'École normale des instituteurs, ENI, des centres pédagogiques, CP, des centres de formation des instituteurs, CFI et des collèges d'enseignement normal, CEN. 2.1. Les sections d'élèves moniteurs au centre pédagogique, CP. Cette période nous inscrit dans un contexte politique de parti unique, car la prise du pouvoir par le premier président gabonais Léon Mba entraîna la suppression du multipartisme et du multisyndicalisme légués par les colonisateurs. Ainsi, tout le pouvoir décisionnel fut dicté par le parti unique au pouvoir, qui mit en place des mesures de développement de la scolarisation et de formation de cadres nationaux pour la construction du pays. D'où les politiques de nationalisation et de gabonisation des postes. L'économie ne sera pas en reste dans ce développement, puisqu'elle connaîtra même dans la décennie 70 une période de croissance ou période de vache grasse, due à la flambée de ses productions pétrolières, principale richesse du pays. Cette situation devait permettre à l'État d'assurer une scolarisation pour tous par une politique de gratuité de l'école et du matériel scolaire. La première école normale des instituteurs, existant seulement à Libreville, et les sections d'élèves moniteurs assuraient la formation des maîtres à cette époque. Mais il nous est difficile de dater le commencement de l'ENI et d'en parler avec précision, car nous n'avons trouvé aucun document qui en fait état de manière explicite. Les sections d'élèves moniteurs, quant à elles, accueillaient les jeunes filles et garçons titulaires du CEPE, qui avaient réussi au concours d'entrée en 6e et qui, au terme d'une formation générale et pédagogique de 2 ans, passaient un examen en vue de l'obtention du diplôme de moniteur auxiliaire. Les moniteurs pouvaient alors accéder progressivement aux différents grades supérieurs, par voie de concours professionnel. Plus tard, pour revaloriser la profession enseignante, un arrêté du 4 juin 1966-27 transformera les sections d'élèves moniteurs en centres pédagogiques, CP. Les centres pédagogiques comprenaient une seule année d'études portant uniquement sur la formation pédagogique théorique et pratique des futurs maîtres. Les élèves étaient recrutés parmi les candidats au brevet d'études moyennes. À l'issue de leur année d'études, ils avaient un examen de sortie, analogue au certificat de fin d'études des collèges normaux. En cas de succès, ils étaient nommés moniteurs principaux stagiaires et titularisés dans leur grade, à compter du 1er janvier suivant leur succès aux épreuves pratiques et orales de l'examen de sortie. En 1970, ces établissements seront désormais appelés Centres de formation des instituteurs, CFI 28. 2.2. Les centres de formation d'instituteurs, CFI. La création des CFI intervint toujours dans un contexte politique de parti unique. Soucieux du développement éducatif du pays, le gouvernement gabonais procède à l'ouverture d'établissements de formation des maîtres, qui évoluèrent dans un contexte d'amélioration de la qualité de l'enseignement et d'adaptation des enseignants aux nouvelles exigences créées par l'indépendance. Ces nouvelles institutions permirent une élévation du niveau de qualification, dès lors que l'on va passer du CEPE au BEM, brevet d'études moyennes, puis au BEPC, brevet d'études du premier cycle, pour devenir maître dans le primaire. Créé sous l'impulsion du ministre de l'Éducation nationale dans les années 70, M. Benjamin Negoubou, les CFI préparaient en 2 ans de formation professionnelle au grade d'instituteur adjoint et recrutaient les candidats au niveau du BEPC. Ces établissements qui dépendaient de la direction de l'enseignement du premier degré, recrutés à la suite d'un concours organisé chaque année après les résultats définitifs du BEPC et sur décision du ministre de l'Éducation nationale 29. Au-delà du diplôme requis, d'autres critères de sélection étaient exigés des candidats, liés notamment à l'âge, 20 ans, la condition de nationalité et un engagement décennal, contraignant le candidat à servir l'État pendant 10 ans dans l'enseignement public gabonais, après la formation qui durait 2 années scolaires, sanctionnée par l'obtention du DCFI, diplôme du Centre de formation des instituteurs, 30. Les CFI existaient dans 4 villes, dont un CFI public à Libreville, un CFI catholique à Lambaréné, un CFI protestant et public à Oyem et un CFI public à Mouila. Le référentiel de formation 31, des CFI confessionnels était identique à ceux des CFI publics,
dictée par le ministère de l'Éducation nationale. À la différence que les CFI confessionnels avaient un règlement intérieur établi en accord avec les directions des enseignements catholiques et protestants. De plus, les élèves instituteurs catholiques et protestants recevaient en plus du référentiel officiel des cours religieux selon l'obédience. En réponse à une nouvelle exigence de revalorisation de la profession enseignante, une autre institution de formation sera mise en place parallèlement au CFI. Il s'agit des collèges d'enseignement normal, CEN. 2.3. Les collèges d'enseignement normal, CEN. Créés le 28 décembre 1977 sous l'égide de M. Jean-Boniface Asselé, ministre de l'Éducation nationale, ces établissements avaient une organisation différente des institutions précédentes, dans la mesure où le recrutement se faisait à partir de l'entrée en 6e. L'objectif était de mettre en place un enseignement normal adapté au fonctionnement et à l'organisation des autres types d'enseignement général et technique, afin qu'il existe une homogénéisation dans l'enseignement, du moins au niveau de l'accès. Les CEN étaient dirigés par un directeur et existaient dans toutes les régions. Cette réforme opérait une séparation nette entre filles et garçons, de sorte qu'on avait des CFI et CEN pour les filles et pour les garçons. Mais contrairement aux CFI qui étaient laïques et confessionnels, les CEN étaient tous laïques et gérés totalement par l'État. On comprend aisément que la présence des religieux dans la gestion du système de scolarisation et de formation émane bien d'un héritage colonial lié à la collaboration entre l'Église et l'État au Gabon 32. L'accès au CEN était assuré par voie de concours d'entrée en 6e, au même titre que les enseignements général et techniques. Il pouvait cependant arriver qu'un élève de CM2, qui dans ses vœux avait sollicité un lycée ou collège d'enseignement général ou technique, se retrouve dans un CEN, car cette politique consistait à promouvoir l'enseignement normal dans le but de susciter des vocations pour l'enseignement. Il faut dire aussi que certains parents avertis sur la finalité de cet enseignement, et qui ne souhaitaient pas voir leur enfant devenir instituteur, procédaient à un transfert ou une réorientation de l'enseignement normal vers l'enseignement général ou technique. La formation durait 7 ans et comportait 2 cycles. Un cycle de formation générale de 4 ans et un cycle de formation pédagogique de 3 ans, la 3e année de ce cycle étant entièrement consacrée à la professionnalisation. Pendant les 4 années de formation générale, le programme des enseignements était identique à celui de l'enseignement général, c'est-à-dire des cours de mathématiques, français, histoire-géographie, biologie, sciences physiques et de langue. Soulignons que dans les CEN, une décision fut prise par le gouvernement de supprimer aux élèves dès la première année l'étude de l'anglais et de l'espagnol, occasionnant ainsi une absence de notions de base ou un retard dans l'apprentissage de ces 2 langues comme l'atteste cette enquêtée. La suppression de l'anglais et de l'espagnol aux élèves des CEN est liée au fait que les élèves, dans leur dernière année de formation professionnelle qui équivalait bien à une classe de terminale de lettres, ayant obtenu leur diplôme, fuyaient l'enseignement et allaient s'inscrire à l'université, pour faire des métiers beaucoup plus payants. Donc, pour éviter que ces derniers ne s'évadent, il fallait leur supprimer les disciplines d'anglais et d'espagnol, instituteur devenu surveillant général à l'école publique pilote de Libreville. La suppression des enseignements de langue aux élèves des CEN peut se justifier par le fait que les CEN qui ouvraient à peine ne comptaient pas encore un nombre important d'élèves. Craignant que ces élèves qui pour certains n'avaient pas sollicité un collège normal n'abandonnent le métier d'enseignant, le gouvernement avait jugé utile de procéder par des mesures d'intimidation afin de les maintenir dans cette carrière. On peut alors parler d'orientation forcée dans le métier. Cela pose de façon plus générale le problème d'attractivité du métier dès lors qu'on peut se demander si, en ouvrant de nouvelles structures de formation, l'État avait mis en place des mesures d'incitation au métier d'instituteur. Ce qui peut signifier qu'il n'y avait pas une grande attraction pour le métier, ou un refus des années de formation pédagogique. À l'issue des 4 années de formation générale, les études étaient sanctionnées par l'obtention du brevet d'enseignement normal, BEN, diplôme qui permettait l'accès au cycle de formation pédagogique professionnelle. Ainsi, pour être admis à ce cycle de formation, il fallait être titulaire du BEN ou du BEPC. Les titulaires du BEPC passaient en plus un autre concours prévu à cet effet. On voit finalement que les diplômes de BEN
BEPC et BEP sont équivalents. Pendant que le BEPC permet l'accès à la seconde générale et le BEP à la seconde technique, le BEN permettait l'accès à la formation d'instituteur. Cette formation pédagogique au CEN se faisait en 3 années, dont 1 an de tronc commun et 2 années de spécialisation. La spécialisation portait sur 3 branches. Une section enseignement préscolaire, une autre pour l'enseignement élémentaire, puis une 3e consacrée à l'administration scolaire. En 1 année, la formation intégrait les aspects pratiques et théoriques et visait aux 3 rôles du maître, le maître et ses élèves, le maître et le milieu, le maître et l'administration. En même temps, et compte tenu du niveau des élèves maîtres, la formation renforçait les contenus de culture générale permettant à l'enseignant de maîtriser et de bien dominer les programmes de l'école primaire. Les 2 dernières années consacrées à la conduite des classes par des stages pratiques intégraient d'autres enseignements: psychopédagogie, travail manuel et agricole, législation scolaire et administrative, musique et chant, activités d'éveil, français, mathématiques, sciences physiques et naturelles, technologie et l'éducation physique. À la fin des 3 années de formation pédagogique, les études étaient sanctionnées par l'obtention du brevet de capacité pour l'enseignement primaire, BCEP 33. Parallèlement à leur mission de formation initiale, les CEN avaient un cycle de formation continue et de perfectionnement des personnels fonctionnaires ou auxiliaires effectivement en service dans les enseignements élémentaires et préscolaires, dans le but d'améliorer leur qualification et de favoriser ainsi l'élévation de leur statut dans la fonction publique. Un concours de recrutement nécessitait l'accès au premier cycle de perfectionnement d'une durée d'1 an, ouvert aux instituteurs auxiliaires ayant exercé 3 ans dans l'enseignement. À l'issue de l'année de perfectionnement, les intéressés accédaient au grade d'instituteur titulaire, catégorie B, hiérarchie B1, s'ils étaient admis aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique. En cas d'échec, les intéressés réintégraient l'enseignement actif en conservant leur grade initial. Un autre cycle de perfectionnement de 2 ans concernait les moniteurs principaux titulaires, ayant exercé 2 ans dans l'enseignement. Tout comme pour le premier, ce perfectionnement conduisait au grade d'instituteurs adjoints titulaires, catégorie B, hiérarchie B2. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.